Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de plateformes, des formations. Toutes les grandes écoles d'ingénieurs, on retrouve une formation cybersécurité avec notamment un volet sur les tests d'intrusion où on apprend principalement à pirater des AD, donc des Active Directory qui sont les annuaires d'entreprise. C'est, on va dire, l'accès principal, c'est ce qu'on cherche à avoir dans une entreprise en fait quand on est pirate. Bienvenue dans Yaka, le podcast qui te fait oser. Un podcast proposé par Abeille Assurance. Je peux pas le faire. J'ose pas. Ouais, putain. Ah, je vais pas y arriver. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Non, plus tard. Plus tard. Ah, Yaka Faucon. Yaka. Yaka Yaka. Yaka Épisode numéro 5. Du hacking à la cybersécurité de mon entreprise, je l'ai fait. 10. C'est le nombre de puces électroniques implantées dans le corps d'un hacker américain. Capable de s'introduire dans les systèmes de sécurité et de pirater des smartphones du bout des doigts en quelques secondes, Len Naou fait partie de ces hackers éthiques. Il teste les limites de la cybersécurité d'une entreprise pour mieux sensibiliser aux risques. D'ailleurs, ce mouvement qui prône l'usage des sciences et des technologies pour améliorer les capacités physiques et mentales de l'être humain, coucou Elon Musk, s'appelle le transhumanisme. Mais n'allons pas si loin aujourd'hui et restons-en aux hackers éthiques. De bidouilleurs pionniers dans les années 90 à recrues pointues et chassées depuis 2020, le hacker éthique ou pentester, diminutif de pénétration testée, a vu sa cote monter en flèche. Et plutôt 2 fois qu'une depuis la pandémie où les cyberattaques ont explosé. 45% des entreprises françaises ont connu au moins une cyberattaque réussie en 2022, selon la 8e édition du baromètre sur la cybersécurité des entreprises françaises du Césine. Alors, en ce cybermois qui est octobre, je me suis intéressée à cette espèce un peu chimérique en sweat à capuche qui pianote sur son clavier d'ordinateur dans le noir. Car évidemment, si on ne naît pas hacker, on le devient, comme Quentin qui nous raconte son yaka. Quentin, as-tu un sweat à capuche ? Bah, pas là actuellement, non, mais aussi chez moi j'en ai un, bien sûr, comme pas mal de monde, j'imagine. Alors, on commence sur un ton léger, car on sait que le sujet peut être sensible, comme toutes les données que tu es amené à manipuler. Et justement, sur ce ton léger, j'aimerais bien qu'on voit un peu, grâce à tes compétences, si tu es capable de hacker, si tu serais capable, hypothétiquement, de hacker une console de jeux vidéo. C'est parti pour un petit quiz de 10 secondes. Les consoles, peut-être pas cette génération, mais les anciennes, il y a beaucoup de choses qui sont faisables, oui. Un compte LinkedIn. Un peu plus compliqué, mais faisable à mon avis, oui. Le compte Facebook de Mark Zuckerberg. J'irai pas aller jusqu'à cette personne-là, mais je pense que c'est faisable de la même manière qu'un compte LinkedIn. Un compte bancaire. Plus compliqué avec le 3DES, moi je pense pas. Un réseau Wi-Fi. Un Wi-Fi, oui, ça se fait plutôt bien. Un téléphone. Un téléphone, ça se fait également, mais c'est un peu plus compliqué qu'un compte. Une clé USB. Une clé USB, ça se fait facilement. L'entrée d'un bâtiment sécurisé. Ça se fait plus ou moins facilement, ça dépend des bâtiments. WhatsApp. WhatsApp, c'est assez simple comme d'autres applications. Copilot. Copilot, très compliqué, c'est assez récent. Ok, merci. Et du léger à la nostalgie, eh bien, il n'y a qu'un pas. Et c'est ce pas que je t'invite à franchir en te remémorant tes premiers souvenirs liés à l'informatique. Ça remonte quand même à pas mal de temps. Enfin, moi, j'ai eu un ordinateur assez jeune, vers 8-9 ans. Et donc, je commençais l'informatique là-dessus. Puis après, surtout, mes premiers pas importants, c'était sur les consoles de jeux où j'ai commencé à les bidouiller à ce moment-là. Donc, c'est là que je me suis plutôt penché vers des activités de hacking, on va dire. Donc vers quel âge ? Vers 14 ans, non ? L'adolescence ? 12-13 ans. 12-13 ans, ok. Quel impact ça a pu avoir sur tes relations amicales ? Est-ce que tu avais des copains qui faisaient comme toi ? Est-ce que tu as fait ça tout seul dans ta chambre ? Est-ce que les, je sais pas, les camarades de classe avaient déjà un peu un regard sur toi ? C'est ce cliché du bon vieux geek. En fait, moi, ma jeunesse était plutôt classique. En fait, les gens me voyaient un peu comme un geek, mais pas non plus quelqu'un un peu spécial ou quoi que ce soit. Non, en fait, je faisais surtout les trucs techniques, je les faisais dans mon coin. Ça m'amusait. Et puis, j'en parlais pas forcément. Avec les autres, j'avais des conversations tout à fait banales et normales.
Et puis après, simplement, jeux vidéo, films, les trucs classiques. Mais vraiment, non, en fait, j'ai pas eu ce sentiment en fait, d'être mis à part, justement parce que je m'intéressais à ce genre de choses. Je pense que tout le monde a des passions sur plein de sujets différents et j'ai pas été jugé là-dessus, en tout cas. Est-ce que tu as des copains ou copines qui ont profité de tes compétences, à bon escient j'entends, sur, des besoins, spécifiques, techniques, dont toi seul avais les secrets? Bah, après, toujours aujourd'hui, enfin depuis, maintenant pas mal d'années, j'aide pas mal de gens, enfin sur des trucs un peu basiques, le Wi-Fi, comment configure son Wi-Fi, la box Wi-Fi, ma grand-mère qui a des problèmes de téléphone, ce genre de choses en général. Oui, la famille aussi, c'est vrai? Ouais, de la famille un petit peu et les amis, c'est montage de PC ou c'est des choses, qu'ils ont pas l'habitude de faire. Ils ont en fait, c'est pas que c'est compliqué, je pense qu'ils ont peur de le faire. Et donc moi, je le fais pour eux. Je monte des ordinateurs, je mets à jour leur logiciel quand ils savent pas faire, ce genre de choses. Et après, bon, bah, il y a des personnes qui peuvent me demander des fois. C'est arrivé une fois où on m'a demandé, parce qu'une personne était décédée et il avait mis des identifiants sur tous ses comptes, et cette personne-là était très férue de sécurité. Et donc, personne n'avait réussi à récupérer ses appareils. Et ils ne savaient pas comment faire. Donc, on m'a demandé si je pouvais éventuellement donner un coup de main là-dessus pour essayer de récupérer les accès. Après, bien sûr, j'ai demandé validation. J'aurais dit, je fais ça, mais je veux pas qu'on puisse se retourner contre moi. J'avais tous les accords possibles. Donc, une fois que j'ai fait ça, je suis rentré j'ai récupéré le PC. Il avait un serveur. Je suis remonté sur le serveur, j'ai récupéré les identifiants, je lui ai rendu les clés à cette personne et puis après, elle a pu faire ce qu'elle avait à faire sur la machine. D'accord. Est-ce qu'on t'a déjà demandé des choses un peu plus malhonnêtes? On m'a déjà demandé des choses malhonnêtes, comme pirater tes comptes, et j'ai toujours refusé. Hem, Tu suscites la curiosité ou la méfiance autour de toi? Ça dépend comment je me présente et Mmh. ça dépend des gens également. Ceux qui connaissent un petit peu sont pas méfiants. Ceux qui connaissent pas, ça peut arriver qu'ils soient effectivement méfiants, mais très vite, ça se dissipe en général. On reste encore dans le passé, côté études après, c'était quoi le parcours? Mon parcours, il est en fait relativement classique pour l'époque. J'ai fait une école généraliste. J'avais pas précisément ce que je voulais faire. J'aimais beaucoup l'informatique, mais sans distinction. Et puis ensuite, je me suis orienté surtout dans les réseaux et la sécurité, notamment dû au piratage du PSN à l'époque. C'était un sujet qui était intéressant. Et donc moi, je voulais faire sécurité des réseaux. Donc j'ai fait télécom réseau, parce que c'était ce qui était proposé dans mon école. Et puis ensuite, j'ai fait un master spécialisé en architecture cybersécurité. OK, tes premiers pas dans le monde du travail. Je sais que tu as travaillé dans un cabinet de conseil, puis chez Thales. Oui, alors pour commencer, quand je suis arrivé dans le monde du travail, il n'y avait pas de formation à proprement parler de cybersécurité. Donc pour trouver un poste est assez compliqué. Mais j'ai eu la chance en fait de trouver un entretien qui s'est bien passé et la personne a vu que j'étais curieux et motivé et j'ai pu rentrer dans ce domaine-là. Donc je suis rentré en fait en tant que consultant cyber, mais assez généraliste. Et je me suis retrouvé un peu par hasard à faire du test d'intrusion. Et c'est une activité qui m'a beaucoup plu. J'ai finalement continué dans cette activité de plus en plus pour en faire vraiment beaucoup au bout d'un moment. Alors justement, parlons-en de ces tests d'intrusion, parce que ça fait partie de tes premiers audits de sécurité que tu as fait chez Abeille Assurance. Tu nous racontes un peu tes premiers pas chez Abeille Assurance? Je suis rentré chez Abeille en tant que prestataire à l'époque, il y a quelques années maintenant. Mmh. J'ai commencé en fait pour faire du GDPR, tout ce qui est sécurité des données personnelles. Et au final, le RSSI était intéressé par mes compétences techniques pour répondre à certains besoins spécifiques sur des petits tests d'audit de sécurité. Donc c'est les premiers pas que j'ai fait chez Abeille en tout cas. OK. Et d'ailleurs, une compagnie d'assurance comme la nôtre, c'est combien de tentatives de hacking par mois ou par semaine, hein? Quel serait le chiffre le plus, représentatif? Moi, je dirais par jour, on peut être à environ une cinquantaine d'attaques par jour, mais c'est pas des attaques forcément ciblées. Ah, c'est quand même beaucoup, quoi. Enfin,
tu vois, par mois, enfin, le calcul se fait vite, quoi. Donc, j'imagine que vous êtes une équipe bien en place pour pouvoir contre-attaquer, entre guillemets. Oui, il y a une équipe qui est dédiée à ça, pour savoir déjà si l'attaque est réelle ou si c'est juste un robot qui fait que passer. Et donc, ils déterminent ça à l'aide de prestataires également. Donc, cette équipe analyse les différentes alertes et convient si c'est une attaque ou pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a, nous, des formations, enfin pas mal, accessibles, pour les salariés, de façon à ce qu'on se prémunisse, qu'on sache agir. En tout cas, avoir les bons réflexes en termes de sécurité. Le service de l'IT nous le rappelle régulièrement via des vidéos, via des bonnes pratiques, des fiches utiles. Je pense notamment à la Cyber Academy que vous avez développée. Oui, la Cyberacadémie, où on peut retrouver beaucoup de documents qui font mention du phishing, qui sont des attaques communes, comment on utilise les ressources d'abeilles. Et effectivement, les premiers niveaux d'attaque, c'est par les utilisateurs du système d'information. Donc, il faut les former, il faut leur expliquer les enjeux. Également que l'entreprise met à disposition tout un environnement de travail. Et on se doit également de s'assurer de sa sécurité, parce que par un tout petit accès, on peut finalement se retrouver à avoir accès à l'intégralité du système d'information et également des données clients ou des données sensibles. Donc, chacun doit être vigilant face à ça. Et d'où les différents sites qui sont bloqués, parfois aussi, qu'on n'a pas accès pour des raisons de sécurité. Oui, tout à fait. Il y a des sites qui mettent à disposition soit des logiciels ou d'autres éléments qui peuvent être téléchargés. Et donc, on préfère sécuriser en interdisant aux gens. Et s'il y a un besoin, on peut tout à fait demander des exceptions et justifier cette exception via une demande métier. Alors, on a des communautés chez Abeille Assurance, celle du vélo taf, du handicap, du football en salle, de la Pride, entre autres, avec Bethany, qu'on a invitée dans l'épisode de Yaka. Une petite communauté pour sensibiliser aux techniques des pirates informatiques. On en pense quoi? Pourquoi pas? Après, ça s'apprend, mais moi, je pense que la meilleure façon d'apprendre ici, c'est plutôt via une manière ludique. Alors, pourquoi pas une communauté CTF pour Capture the Flag, qui est vraiment le mode d'apprentissage le plus intéressant pour tout ce qui est technique de piratage et autres. Capture the Flag, tu peux préciser? Oui, alors Pour en les fait, gens qui n'y connaissent rien, comme moi par exemple. tout à fait. Alors en fait, Capture the Flag, c'est un genre d'événement qui est organisé avec différentes des challenges à réaliser par on va dire des hackers ou des personnes sensibles à l'informatique qui aiment ce genre d'exercice, dans une machine qui comporte un certain nombre de vulnérabilités ou de challenges à réaliser. En fait, on met à disposition ce qu'on appelle des flags, mais qui sont en fait des clés. Et une fois qu'on a ce flag, on le récupère, on le met dans une console, et s'il est reconnu par la console, eh bien justement, le challenge est validé et on passe au suivant. C'est pour ça qu'on dit Capture the Flag. Il y a un côté gaming un peu. Oui, très ludique comme activité. C'est pour ça que c'est intéressant en fait. Un profil comme le tien est assez recherché. Abeille Assurance fait partie de ces compagnies qui ont le luxe de pouvoir recruter des profils comme le tien, qui sont assez chassés. On a tenté de te débaucher combien de fois? Alors, ça dépend. Je pense que comme beaucoup de gens, je reçois énormément de sollicitations sur LinkedIn, plusieurs par jour. Et puis après, de me débaucher en direct des personnes que je connaissais ou de missions que j'avais fait, c'est arrivé 2-3 fois, oui. Tu me disais que tu en avais plus d'une dizaine par jour, je crois, non? Ouais, ça Un arrive. message. Ça dépend des périodes, mais régulièrement, oui, j'en ai une dizaine par jour. Mais Ah c'est ouais. souvent des cabinets de conseil ou ce genre de personnes qui recrutent énormément ce genre de profil justement pour des missions de test d'intrusion. Ouais, alors je te confirme, c'est pas le cas de tout le monde. D'avoir reçu des propositions de postes spontanés dans sa boîte mail, c'est pas tout le temps le cas. Et donc, effectivement, c'est ce qui confirme la richesse de ton profil. À ton avis, quelles sont les qualités que tu penses fondamentales pour être bon dans ton métier? Moi, je pense qu'il y en a plusieurs. Déjà, pour être pertinent en tant que penetration tester,
La première, en fait, c'est vraiment think out of the box. Ce qu'on attend d'un pentester, c'est vraiment de passer à côté, de trouver d'autres moyens d'atteindre le but final ou d'atteindre d'autres données en ne suivant pas les schémas qui sont réfléchis par les équipes marketing ou les équipes techniques. Donc déjà ça, beaucoup de créativité, parce que des fois on se retrouve bloqué, de la persévérance du coup, parce que on arrive très souvent en fait face à des murs, on n'arrive pas à passer, donc on réfléchit, on trouve d'autres solutions. Il y a ça, et puis s'y connaître un peu en code quand même, tout ce qui est Python, JavaScript un petit peu, et les systèmes d'exploitation de base, Linux, Windows. On peut passer combien de temps bloqué au max? Toi, d'expérience, tu es resté bloqué combien de temps à te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Où il veut m'emmener? C'est quoi le piège? Combien de temps? Ça dépend vraiment de la solution qui est en face. Mais sur une semaine, ça arrive qu'on n'arrive pas à faire grand-chose, donc, parce que c'est blindé au niveau de la solution. Après, en moyenne, je dirais, on y passe un jour ou deux et on arrive à un point d'entrée et on s'étend sur le réseau. Il faut savoir aussi qu'on y passe beaucoup de temps, et quand on est bloqué, enfin moi je suis très frustré en tout cas quand je ne trouve pas quelque chose, donc je compte pas les heures et je peux y passer une grosse partie de la nuit s'il faut. Alors, on a parlé des qualités, des aspects positifs, et au contraire, c'est quoi les risques du métier auquel tu t'exposes? Les aspects un peu moins glamour, dirons-nous. Je pense que sur ce côté-là, tous les pen testers pourront le dire. Je pense que ce qu'on aime le moins, c'est la rédaction des rapports, qui prend beaucoup de temps. Oui, parce que ces rapports sont destinés à une cible, une audience qui est moins dedans, en fait, qui connaît moins le sujet. Oui, moins de sujets. Ouais, donc il est nécessaire de vulgariser un peu plus le discours. Oui, effectivement, ça fait partie de la mission. Tu as déjà essayé de faire un rapport à une IA générative, genre Copilot? Non, Non. parce que Elle n'y arriverait pas, tu penses? elle y arriverait, je pense, mais je veux dire, balancer des vulnérabilités sur les IA génératives, c'est peut-être pas la meilleure idée. Est-ce que tu as des modèles de hackers? Je pense notamment à un des plus célèbres en France, Sax, de son vrai nom Clément Domingo, l'américain Kevin Mitnick, appelé le Condor, légende dans les années 90, alors décédé en 2023, ou encore Peter Zatko, aussi connu sous le nom de Mudge. Moi, j'en ai deux. Le premier qui me vient en tête, c'est un hacker américain qui s'appelle GeoWatt. Il est connu surtout pour avoir participé au déverrouillage de l'iPhone de tout premier dans les années 2000, 2007 je crois, un truc comme ça. Il a fait ça, puis après il a fait le jailbreak de la PS3 un peu plus tard en 2010. Tu sais s'il s'est fait embaucher par Apple ou pas? Non, il s'est pas fait embaucher par Apple, et pour la PS3, il s'est fait poursuivre par Sony. Et la fin de l'histoire là-dessus, c'est que justement, ce qui a découlé de cette plainte de Sony, c'est que les Anonymous et d'autres communautés de hackers, du coup, se sont retournés contre Sony. Et c'est à l'origine de l'interruption de service du PSN pendant plusieurs semaines à cette époque-là, et qui a eu un grand coup d'éclat justement dans les informations. Ok. Je pense que pas mal de gens connaissent cette histoire, en tout cas de piratage sur Sony. Et ça vient à peu près de là. D'accord, ok. Il y a lui, et puis le deuxième, c'est Benjamin Delpy, qui a créé un outil qui s'appelle Mimikat. Qui est un Français? Qui est un Français, ouais, tout à fait. Cet outil Mimikat, cette personne-là, il l'a créé parce qu'il voulait apprendre à coder en C. Et au final, il a créé un outil qui a été utilisé par de nombreux hackers ou pentesters, et qui est encore utilisé aujourd'hui. Selon toi, quelle innovation technologique a le plus révolutionné le monde du piratage informatique? Je pense qu'il y en a plein. Il y a toujours en fait pas de grosses révolutions, mais toujours des petits outils qui sortent de temps en temps qui sont très intéressants. Je pense récemment, il y a eu le Flipper, qui est une espèce de tout petit badge qui permet d'avoir plein de petits outils. Et on avait beaucoup de vidéos, même sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, où les gens utilisent un flipper pour déverrouiller des voitures, éteindre des télés, ce genre de choses. Et en fait, cet outil, il a été très connu pour ça, et il est vraiment pas cher en plus, donc il est accessible un peu à tout le monde. Il n'y a pas besoin de s'y connaître beaucoup pour l'utiliser. Et voilà, il y a d'autres outils de ce genre-là, mais on est plus sur ce genre d'innovation de temps en temps qui centralise en fait des choses
qui existent déjà dans un petit format ou de manière plus pratique. On ne peut pas parler de hacking sans parler de bug bounty, la prime à la vulnérabilité. Et selon le monde informatique, en 2021, ce sont plus de 100 millions de dollars au total qui ont été accordés aux hackers éthiques pour avoir rapporté des bugs dans les logiciels. On se croirait limite dans un western. C'est vous, en fait, les chasseurs de primes des temps modernes. Je pense, oui. Aujourd'hui, toute l'activité bug bounty était très obscure il y a quelques années. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises s'y lancent. Il faut, c'est assez compliqué juridiquement entre la responsabilité du chercheur et la responsabilité de la plateforme qui met à disposition. C'est toujours un peu vague, un peu flou. Mais cette activité se développe beaucoup, les entreprises y vont, et c'est toujours très intéressant. Ça permet en fait aux chercheurs de passer beaucoup de temps sur une vulnérabilité, et de pouvoir être rémunérés grâce à ça. Et donc ça permet aussi aux freelances de participer. Globalement, les résultats sont assez positifs. Bon, entre nous, passer du côté obscur, ne t'a-t-il vraiment, mais vraiment, jamais tenté? Jamais tenté, non. Après, je veux dire, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils qu'il n'y avait pas à l'époque. Je pense à des plateformes comme RootMe. À l'époque, c'est-à-dire quand tu as commencé un petit peu à bidouiller? Non, quand j'étais plus jeune, ouais. Quand j'avais 13-14 ans, quand on cherchait piratage sur Internet, on n'avait pas beaucoup de réponses. Rappelle-nous ton âge. J'ai 31 ans. Ok. Donc il n'y avait pas beaucoup de réponses. Mais aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de plateformes. Il y a des formations. Les écoles maintenant, dans toutes les formations ou toutes les grandes écoles d'ingénieurs, on retrouve une formation cybersécurité avec notamment un volet sur les tests d'intrusion, où on apprend principalement à pirater des AD, des Active Directory, qui sont les annuaires d'entreprise. C'est, on va dire, l'accès principal. C'est ce qu'on cherche à avoir dans une entreprise, en fait, quand on est pirate. On essaie d'avoir un accès administrateur à cette chose-là pour avoir un accès administrateur, en fait, à tout le système d'information. Je te confirme, je me suis beaucoup renseignée là pour cette interview. Et dans mes recherches, plus j'y allais, plus je lisais les choses et plus ça m'a passionnée. Je suis tombée sur les systèmes de recrutement de la DGSE. Ils ont plein en fait de pôles en France. Le principal oui, est du côté de Rennes, mais j'ai adoré. Je me suis tapé tout le PDF, les 30 pages liées au recrutement de la pour le pôle cybersécurité de la DGSE. C'est accessible au public et j'avais l'impression d'être un peu un agent secret. C'était génial de parcourir un peu tous ces fiches métiers aussi qui sont proposées par la DGSE. Donc oui, effectivement, je confirme ce que tu disais à l'instant. Tu connais l'expression de l'arroseur arrosé? Le hacker hacké, est-ce que tu connais? Est-ce que tu t'es déjà fait hacker ou est-ce que tu as déjà su peut-être repérer et déjouer une tentative d'attaque? Alors, pas personnellement. Moi, en tout cas, dans mon environnement personnel, j'ai jamais été piraté. En tout cas, je n'ai pas ce souvenir-là. Après, dans mon cadre professionnel, sur des missions, quand on était souvent mandaté par les équipes de sécurité pour faire justement des tests d'intrusion, on se retrouvait, sans avoir prévenu les équipes de défense, à essayer de rentrer sur le système. Donc, on se faisait voir des fois ou des fois pas. Mais quand on se faisait voir, en fait, eh bien, même quand on leur disait que c'était un exercice, par moment, ça dépend des équipes, mais certains, des fois, jugeaient bon en fait, de fausser un peu les tests et de venir combler les trous de sécurité pendant les tests. Donc, au final, on avait par exemple un accès. Ils nous bloquaient l'accès. Donc, nous, on devait passer par un autre chemin qu'on devait identifier. Ils nous rebloquaient ce chemin et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, des fois, ça, pour moi, c'est pas très intéressant parce que ça fausse le test et on n'arrive pas à aller en profondeur dans tout ce qu'on essaie de voir. Mais pour eux, c'est de la réaction en direct. Et voilà, donc j'ai eu ça quelques fois dans quelques missions. C'est arrivé. Merci Quentin pour cet échange en toute transparence. On espère que ton expérience aura éveillé
les consciences de futurs hackers éthiques, ou du moins de donner l'envie d'être curieux, de bidouiller, de se former aux compétences très demandées sur un marché de la cybersécurité en pleine expansion. À bientôt dans un nouvel épisode de Yaka. Merci. Vous venez d'écouter Yaka, un podcast proposé par Abeille Assurance.